L'information du jour est la suivante. Vous savez que Donald Trump explique que les négociations vont bon train avec les Iraniens et que par conséquent, l'ultimatum qu'il avait fixé aux Iraniens en mode je vais frapper très dur si vous ne libérez pas le détroit d'Ormuz, eh bien il ne cesse d'être repoussé, l'ultimatum. Il a été repoussé dans un premier temps de 5 jours et là, Donald Trump vient de dire qu'il octroyait encore 10 jours d'ultimatum aux Iraniens car les négociations vont bon train, dit-il. Est-ce que c'est vrai? On ne sait jamais trop avec Donald Trump. N'empêche que ces 10 jours, c'est tout le temps nécessaire pour que toutes les forces américaines qui convergent en ce moment vers le théâtre d'opération, vers l'Iran, aux alentours de l'Iran, pour qu'elles soient là, en place, précisément. Et là, on se rend compte, quand on commence, Nivine Potros, à additionner les forces américaines qui sont en train de converger, qu'on n'est plus du tout sur les 2-3 000 hommes qu'on évoquait il y a une dizaine de jours, Nivine. Exactement, selon 2 médias très informés, Axios et le Washington Post, le président américain pourrait très prochainement ordonner l'envoi de 10 000 soldats supplémentaires dans la région. On ne parle pas de n'importe quel soldat puisqu'il s'agit à nouveau de troupes terrestres, ce qui commence sérieusement à gonfler le nombre de soldats prêts à un assaut si Donald Trump l'ordonnait, car outre ces 10 000 hommes, la Maison-Blanche a déjà envoyé ces derniers jours 5 000 marines supplémentaires dans la région, à bord notamment de l'USS Tripoli et de l'USS Boxer. Parmi ces hommes, la moitié appartient à la 31e unité expéditionnaire, capable, vous le savez, de mener des opérations amphibies. Le Pentagone a également mobilisé des parachutistes, ceux de la 82e division aéroportée. 2000 d'entre eux auraient été déployés en urgence au Moyen-Orient. Si on calcule tous ces effectifs, eh bien cela fait donc 10 000 soldats en renfort qui pourraient arriver dans les prochains jours, plus 5 000 marines, plus 2 000 parachutistes. Cela donne donc 17 000 soldats capables de participer à une opération terrestre dans les tout prochains jours. Si évidemment le Pentagone confirme l'envoi de ces renforts, à ces 17 000 soldats s'ajoutent 50 000 militaires déjà présents dans la région depuis le début de la guerre, soit plus de 67 000 soldats mobilisés pour cette opération Epic Fury. Si on compare cette opération avec la guerre en Irak, eh bien le nombre de soldats mobilisés est inférieur puisqu'à l'époque, plus de 250 000 militaires américains avaient été déployés sur le terrain irakien. Merci Nivine Potros. Oui, 250 000 soldats en Irak à l'époque, mais là, mon général, ça veut dire 50 000 présents dans la région, américains, plus les 17 000 troupes d'infanterie au sol, ça ferait un bon 67 000 soldats quand même. On n'est plus sur les 3 000 que nous évoquions il y a quelques jours. Alors d'abord, Ludivine a eu tout à fait raison de distinguer ceux qui sont stationnés et ceux qui arrivent. Ceux qui sont stationnés, ça ne sont pas des soldats, ce sont des militaires. Ce sont des militaires qui s'occupent de logistique, qui s'occupent de réparer les avions, qui s'occupent de tirs antiaériens et qui sont parfaitement impropres à une opération au combat, très simplement. Donc on en reste bien au chiffre de 17 000. Est-ce que le chiffre de 17 000 est fondamentalement différent du chiffre de 8 000 ? La réponse est non. C'est-à-dire, quand on regarde une opération, par exemple, on parle d'Irak, mais prenons la dernière, c'est pas la dernière, mais presque, grande opération en Normandie, le 6 juin, le premier jour de la guerre, ensuite ça s'est accru, mais le premier jour de la guerre, le 6 juin à minuit, on a 156 000 Américains qui ont débarqué sur les plages. Donc, on n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur. C'est-à-dire que et les conditions sont plus favorables en Normandie, quelque part, qu'elles ne l'étaient là, qu'elles ne le sont là. Là, on ne voit pas, si vous voulez, quel résultat stratégique vous pourriez atteindre avec ce volume de force, qui sont des troupes légères, c'est-à-dire que ce sont des troupes qui ne sont pas appuyées. Ce sont d'une part des troupes du corps des marines et d'autre part des parachutistes, qui sont faites pour être immédiatement renforcées par des troupes lourdes. C'est à ça que servent les troupes d'assaut, c'est à faire un trou et elles sont ensuite remplacées par d'autres. On voit que ce dispositif n'est pas encore en place. Maintenant, on peut parler, si vous le souhaitez, des conditions d'engagement qui sont
toutes extrêmement défavorable. C'est pour ça que les deux MU, les deux forces du Marine Corps, elles arrivent très doucement. Parce que ce que Trump espère évidemment, c'est de ne pas avoir à le faire. À partir du moment où on engage ses troupes, c'est pas 16 soldats qui vont mourir. Oui. C'est des dizaines et des centaines de soldats qui vont revenir dans leur caisse en bois avec le Star Spangled Banner juste au-dessus. Et ça risque de faire un peu désordre pour les érections de mi-terme. Donc je crois que ce déploiement, il est fait pour renforcer le rapport de force au profit de Trump, mais il n'est pas fait véritablement pour être engagé. Le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est que quand vous commencez à faire quelque chose, vous le faites. Au début, il a mis un porte-avions. Ils n'ont pas craqué. Après, il en a mis 2, ils n'ont pas craqué. Alors, il a bombardé. Il est au bluff à chaque fois, c'est ça que vous voulez dire en fait. C'est-à-dire qu'on est dans un engrenage de manière très claire. Et alors, mutandis, comme diraient nos ancêtres latins, ça me fait penser quand même au Vietnam, ces trucs-là. Ça commence avec Kennedy, avec une poignée de conseillers militaires. Ça se termine, ça continue crescendo. Je suis arrivé à 500 000 hommes sous les ordres du général Westmoreland. Et ils perdent la guerre. Et on est un peu, à chaque fois, les généraux disent quoi ? Comme ils l'ont dit en Irak. Et comme ils l'ont dit en Afghanistan, Monsieur le Président, il faudrait en remettre un peu. Les Américains appellent ça le surge, qui ont échoué tant en Irak qu'en Afghanistan. Donc voilà pour ces troupes. Je crois encore une fois, ce que Trump espère, c'est de ne pas avoir à les engager. C'est pour ça qu'il repousse en permanence le délai de son ultimatum. Les négociations ont bien lieu. On sait que Trump bluffe beaucoup, mais la ligne, elle est vraiment établie entre Washington et Téhéran. On parle. Oui, parce que d'autant on a parlé tout à l'heure de la base MAGA de Donald Trump, incarnée notamment par J.D. Vance, mais l'autre pendant, c'est aussi ces négociateurs que sont Steve Witkoff et Jared Kushner, qui sont beaucoup plus pragmatiques que donne l'impression parfois Donald Trump. Ce sont eux qui ont un petit peu retenu le mouvement avant le début des hostilités, qu'on a soupçonné de vouloir même à un certain moment protéger leurs assets, leurs biens en Arabie Saoudite et dans le Golfe, parce que ce sont des hommes d'affaires qui sont investis dans des projets immobiliers faramineux, notamment en Arabie Saoudite, et qu'ils ont à un moment retardé la guerre parce qu'ils avaient peur justement que cela porte atteinte à leur investissement. Donc attention à cela. Et ces gens-là, incarnés donc par ce duo Witkoff-Kushner, sont de vrais négociateurs, pas de métier, ce ne sont pas des diplomates de formation, mais en tout cas, ils ont la volonté d'incarner autre chose et d'essayer de faire plier l'Iran autrement que par la guerre. Je vous passe le micro tout de suite. Non, juste une seconde, parce qu'on est, on est avec Justine Jankowski qui est à Washington, qui va nous éclairer sur le sujet. Après, on continue le débat. Justine, quels sont les éléments d'informations que vous avez donc sur ces 10 000 soldats supplémentaires américains qui pourraient arriver dans la région? Sont-ils arrivés? Vont-ils arriver? Sont-ils déjà partis? Quelles sont les infos que vous pourriez avoir, Justine? Bien, ce qui est sûr, c'est que cet éventuel déploiement, c'est le signe qu'une intervention est en cours de préparation. Pour vous donner un petit peu de contexte, cette information, on l'a apprise hier soir ici aux États-Unis. Ce sont en fait des sources du département de la Défense, ou plutôt du département de la guerre, comme on dit désormais, des sources qui se sont confiées à deux médias, Axios et le Wall Street Journal. L'information n'a pas été confirmée pour l'instant ni par le Pentagone ni par la Maison-Blanche. La Maison-Blanche qui a simplement dit que toute annonce de nouveaux déploiements se ferait via le département de la guerre. Ce que l'on sait, c'est que cet éventuel déploiement, il contiendrait des véhicules blindés. On ne sait pas exactement où ces hommes pourraient être positionnés, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils seraient à portée de frappe de l'Iran et de l'île de Kharg. Et puis, vous le voyez, bien sûr, avec l'administration Trump, tout va très vite. D'un côté, on entend parler de cet éventuel déploiement. De l'autre, on a un Donald Trump qui donne un délai de 10 jours supplémentaires à l'Iran, ce qui nous amène au 6 avril. Et beaucoup ici se demandent si ce n'est pas une ruse, cette intention de négocier, une ruse de la part de Donald Trump pour pouvoir attaquer par surprise, un peu comme il l'avait fait l'été dernier avant d'attaquer les installations nucléaires iraniennes. Pour l'instant, il n'y a pas eu de réaction de la part de Donald Trump sur son réseau social, mais il va prendre la parole à la Maison-Blanche dans un petit moment à 17h heure française et les journalistes lui poseront sûrement des questions. Il va falloir surveiller cette prise de parole. Merci beaucoup Justine Jankowski. Bon, rien de confirmé de la part des Américains. Elle nous dit également que ça peut être une ruse, voilà, 10 jours de plus d'ultimatum.
Bon, on est dans peut-être Hélène Bonnet dans une période d'intox là, avec des fumées qui se. Parce que je me souviens, moi, en juin 2025, j'étais précisément à la Maison Blanche. Donald Trump avait donné un délai de 15 jours aux Iraniens. Finalement, il a frappé en moins de 48 heures. Donc, vous voyez, c'est en fait les deadlines de Donald Trump ne valent qu'un instant T. Et puis après, c'est vrai qu'on se perd dans les déclarations. Vous parliez de Steve Witkoff et de Jared Kushner. Steve Witkoff, hier, quand il prend la parole, il dit quasiment l'inverse de ce que vient de dire le président américain. C'est vrai que Donald Trump explique que les Iraniens sont en train de supplier les États-Unis pour obtenir un deal. Et puis, tout de suite après, Steve Witkoff dit non, mais les Iraniens, ils ne sont pas ouverts, ils ne veulent rien céder. Donc, en fait, c'est vrai que c'est compliqué de s'y retrouver. On peut imaginer qu'effectivement, il y a des discussions, qu'il y a un canal indirect, mais pour l'instant, vu les demandes de part et d'autre, on a du mal à voir comment ça va aboutir. Effectivement, Donald Trump, à chaque fois, sort le gros marteau, menace, mais il est poussé à aller plus loin à chaque fois. Non, mais hier, juste un point, l'immense conférence de presse de Trump, entourée de ses principaux lieutenants, ressemblait à un politburo à Moscou, où vous avez de plus en plus un Donald Trump qui parle, avec une logorée, il a parlé 1 heure et quart, autour Rubio, qui fait la gueule, autour, il y avait qui ? Il y avait Exet, il y avait la plupart des dirigeants qui effectivement regardaient un peu leurs chaussures, et Trump qui était hier totalement plus trumpien que jamais. Il a parlé 3/4 d'heure de la guerre. Tout d'un coup, il dit « Mais vraiment, heureusement que ICE est là pour chasser les migrants dans le sud des États-Unis. » Il a fait 5 minutes sur ICE, en plein milieu de son discours sur l'Iran. Pardon ? Oui, c'est toujours pareil. C'est ça, la salle de bal, les rideaux derrière, le dos. Vous avez raison, Isabelle. Vous avez raison, Isabelle. On dirait le poisson bleu dans Nemo. Il se retourne et il ne sait plus de quoi il parlait. Vous avez raison. C'est quand même le président de la plus grande puissance mondiale. Vous avez raison, mais à regarder à 5 mois des midterms, pardonnez-moi, la tronche de ses principaux lieutenants, ils avaient l'air vraiment effarés. Ouais. Parce que eux, il y a des élections. Et en 2026, Trump, il est out. Il retourne jouer au golf. Et eux, ils auront une élection. Et donc, toutes les fuites, là... Il y en a déjà en ce moment des élections. Oui. Là, il y a une jeune femme qui s'appelle Émilie Grégory, que vous ne connaissez pas, qui est une novice en politique, dont personne n'a jamais entendu parler, qui vient de gagner, dans une élection partielle, le district de Mar-a-Lago. À Mar-a-Lago, c'est-à-dire chez Trump. C'est une démocrate qui vient de remporter. Et depuis que Trump... Et vous savez que ça se joue à 3 sièges, la Chambre des représentants, la majorité des Républicains. Donc ça se joue pas à beaucoup. Il avait fait une vanne dessus, une blague, Donald Trump, en disant qu'il fallait vraiment surveiller que les Républicains ne meurent pas, parce que la majorité était tellement courte que vraiment, il faisait tout. Il prêtait ses médecins à tous les Républicains qui étaient un peu souffreteux. Donc on en est là, en fait. Et là, si vous voulez, il y avait un comptage de la revue Grand Continent sur... depuis que Trump est en place, il y a 30 fiefs républicains qui ont basculé démocrates. Donc non seulement elles ne sont pas bien parties, mais elles sont déjà en train d'être perdues, les élections. Et par ailleurs, pour rebondir sur ce que vous disiez tous et sur ce que vous disiez, Général, ce qui est ahurissant, c'est ce qu'il a laissé faire en quelque temps. C'est-à-dire qu'en fait, là, on a Pete Hegseth qui est nommé à la tête du Pentagone, dont tout le monde savait, qu'il n'était pas à la hauteur, qu'au fond, il était davantage un présentateur de Fox News, qu'il n'était capable d'être à la tête du Pentagone, qui a fait des purges ahurissantes au niveau des gens qui avaient, des têtes pensantes qu'il y avait au Pentagone, parce qu'en fait, ils décidaient qu'ils étaient trop woke, qu'ils étaient trop ci, ils étaient trop ça. Trop féminin. Donc tout, il a fait une purge pour nommer des gens dont il savait qu'ils étaient moins bons. Donc on a des gens qui sont pas bons. Et en plus, même dans ceux qui restent, il leur parle même pas. Il les rétrécit autour d'une bande de béni oui, qui lui disent mais bravo Donald. Et quand il se plante, mais non, c'est la faute de Pete Hegseth qui l'a balancé à la flotte l'autre jour. Et là maintenant J.D. Vance qui balance l'allié israélien. Donc on est quand même dans quelque chose qui n'a absolument aucune rationalité en fait. Et qui raconte un pouvoir ahurissant. Et moi je voulais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur Witkoff et sur Kushner. Mais pardon, mais s'ils sont aussi... Mais je ne me souviens pas ce qu'il disait tout à l'heure, là, Alors, Witkoff et Kushner, qui sont des proches de chez proches de Donald Trump, qui sont, pour l'un, son beau-fils... Un promoteur et son beau-fils. Son meilleur copain promoteur, qui l'a envoyé chez Poutine. Rappelez-vous, Witkoff, il y allait sans aucun traducteur. Il allait voir Poutine, parce que, bien sûr, on pouvait faire confiance aux traducteurs du Kremlin. C'était des amis. Il y a été, je ne sais pas combien
combien d'heures pour rien avec l'Ukraine. Et donc c'est ce mec qui s'est planté, pardon d'être un peu trivial. Il y a été l'immeuble au fusil, le promoteur. Avec Poutine en Ukraine, qu'on envoie avec les Iraniens, comme si ça allait se faire aussi simplement. Donc je ne vois pas pourquoi Kushner et Witkoff seraient des bons négociateurs avec les Iraniens.